Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi l'IA est un nouveau paradigme de programmation et représente une véritable révolution, comme je l'ai suggéré dans la vidéo précédente, une véritable révolution dans le monde de la programmation. Je pense que le mot n'est pas trop fort, mais je vais vous expliquer pourquoi dans la suite de cette vidéo. Et avant tout, petit avertissement, entre guillemets, je précise que j'emploie le terme IA pour dire LLM en général, ou outil d'IA générative. Donc LLM, c'est pour générer le texte, ou Diffusion Model pour générer les images. Bon, tous ces produits d'outils, tous ces produits d'IA génératifs tels que ChatGPT, Claude, Grok, Mistral, Gemini, etc. Alors voilà, je suis au courant que l'IA c'est un domaine de l'informatique qui est bien plus ancien et qui ne se réduit pas au LLM, mais c'est un abus de langage parce que cette chaîne donc se veut une chaîne pédagogique et tout le monde utilise ce terme d'IA, donc voilà. Cette vidéo, elle fait suite à la vidéo précédente où j'avais expliqué dans une première vidéo en quoi l'IA révolutionne la programmation. Je vous avais donné trois manières dont l'IA change la programmation dans cette vidéo précédente, le mot révolution était peut-être un petit peu fort parce que c'était des choses... l'IA était plus une nouvelle manière de programmer, mais qui révolutionne pas tant que ça. Et j'avais conclu cette vidéo par dire que l'IA représente un nouveau paradigme de programmation. Et c'est ça la véritable révolution. Alors cette vidéo, elle va être assez longue. Je dois avoir une petite trentaine de slides, il va y en avoir pour un peu moins d'1 heure. Ça m'a pris beaucoup de temps à la faire, je vous expliquerai à la fin de la vidéo, donc au cours de la réflexion, le temps que ça m'a pris. Mais c'est une vidéo vraiment très importante, fondamentale pour comprendre ce qui nous attend avec l'IA si on considère la programmation. Je pense que ça va être la vidéo la plus importante et la plus intéressante de la chaîne à ce jour en ce qui concerne l'IA. Là, on va pas parler d'agilité, mais c'est aussi important de comprendre comment l'IA transforme la programmation, y compris quand on fait de la gestion de projet, pour comprendre un peu ce qu'on est censé fabriquer. Donc j'y reviendrai à la fin de la vidéo. En tout cas, je vous conseille vraiment de voir d'abord cette vidéo. Alors, c'est pas pour vous faire voir des vidéos, pour vous faire des vues, mais là, aujourd'hui, ça va être un peu... compliqué, pas si compliqué que ça, j'espère que je vais arriver à être pédagogique, mais ça va être un peu fondamental. Donc cette vidéo représente vraiment une bonne introduction à la vidéo d'aujourd'hui. Donc si vous ne l'avez pas vue et que vous avez vraiment envie de vous intéresser au sujet, je vous conseille d'abord de voir celle-ci. Bon, et si vous ne l'avez pas vue, c'est pas grave, j'espère que je serai quand même assez compréhensible. On entre dans le vif du sujet. Donc tout d'abord, ça va être progressif et pédagogique. Donc je vais rappeler comment fonctionne un programme informatique classique. Donc un programme informatique classique, je le représente ici par des petits engrenages et ici une petite icône de langage de programmation, de code. Ça prend en entrée un certain nombre d'inputs, on appelle ça d'input, des entrées en français, et ça va donner un résultat. Par exemple, ici le programme qui calcule la moyenne de ces nombres, donc c'est quelque chose d'extrêmement simple et il va donner un résultat. Après, on peut construire des programmes extrêmement complexes, un système d'exploitation c'est un programme extrêmement complexe et les inputs c'est pas juste des nombres mais c'est toutes les interactions utilisateurs, mais en tout cas ça fonctionne plus ou moins toujours comme ça. Et ce qui caractérise un programme complexe, c'est qu'il est conçu pour une seule tâche. Alors en réalité ça peut être plusieurs tâches, mais il est conçu dans un but bien précis, pour une tâche bien précise, il est précis dans son exécution, sauf s'il y a des bugs, mais on suppose qu'il n'y a pas de bugs, et il ne fait pas d'erreur. Donc là où l'IA, j'y reviendrai après, fait des hallucinations et n'est pas précise. Il retourne toujours le même résultat. Il est déterministe, c'est-à-dire que quelle que soit la suite de nombres qu'on va entrer, si on entre toujours la même suite de nombres, il va donner toujours le même résultat qui correspond à la moyenne si on est dans ce cas-là du calcul de la moyenne. Et on peut imaginer des programmes bien sûr beaucoup plus complexes. Donc ça c'est vraiment un programme classique et donc ça peut être extrêmement compliqué. Là je prends un exemple simple pour cette vidéo. Donc la différence entre un programme classique et une IA. Alors une IA
que je représente comme ici, comme ceci, avec ce petit cerveau et des connexions neuronales électroniques cerveau bleu pour le différencier d'un cerveau humain rose. Donc un LLM, ça va être dans sa nature assez différent parce que ça va s'appuyer sur, ici j'ai mis une base de données, alors c'est un peu abusif de parler de base de données. Un LLM en fait c'est la synthèse de toutes les connaissances de l'humanité qui ont été mis dans un réseau de neurones, qui au final est un fichier qu'on pourrait même ouvrir, on le fera certainement dans une vidéo prochaine, et regarder ce qu'il y a dedans. Donc c'est ce qu'on appelle, si on veut rentrer plus dans les techniques, les poids du modèle. Et en fait, donc ce réseau de neurones ou ces poids de modèle, eh bien ça va synthétiser toutes les connaissances qu'on a mis dans l'IA pour fabriquer le LLM. Et donc c'est vraiment le mot qui convient le mieux à mon sens, c'est le mot synthèse. On a synthétisé une sorte de cerveau artificiel qu'on a entraîné avec tout un tas de textes ou d'images, si on est dans le cas de la génération d'images. Et voilà, donc on peut voir ça comme un programme pour le coup, du coup. Alors bien sûr, c'est pas uniquement le LLM, mais c'est tout ce qu'il y a autour, c'est le moteur d'inférence et tout un tas d'options autour. Mais ChatGPT, par exemple, on peut voir ça comme une boîte, comme un programme informatique, sauf que en entrée, il va pas prendre des nombres, mais il va prendre une question, comme par exemple ici, qu'est-ce que l'agilité? Il va prendre un prompt, ce qu'on appelle un prompt, qui va être une phrase. En français, en anglais, et ça peut être n'importe quelle phrase, et il va nous répondre ici une réponse, qu'est-ce que l'agilité? Donc je vous ai mis ici ce prompt, donc pour être voilà, plus précis. Donc qu'est-ce que l'agilité? Et là, l'agilité ou les méthodes agiles désignent un ensemble de valeurs, etc. Bon, on va pas le lire, c'est pas le but de la vidéo. Mais on voit que on entre des entrées, des inputs, et on a un résultat qui est un texte qui peut être assez long, ça peut être une image. On peut lui-même lui demander de faire des calculs. Et l'IA est capable de calculer. Mais il y a quand même une différence avec les programmes traditionnels. Là où les programmes traditionnels ou classiques. Les programmes classiques qu'on connaît tous, ils sont conçus pour une tâche bien précise. Le LLM peut faire n'importe quelle tâche de réflexion, de recherche. Donc il est vraiment versatile entre guillemets, c'est-à-dire il est tout terrain. Voilà, j'aime bien ce terme de tout terrain. Donc il fait vraiment tout ce qu'on lui demande, plus ou moins. Dans certaines limites quand même, mais vraiment c'est extrêmement vaste, c'est très peu limité. Donc qu'est-ce que l'agilité? Ça c'est un exemple de question. Je pourrais demander qu'est-ce que l'univers, et il répondrait aussi, voilà, on peut faire le test, qu'est-ce que l'univers, et on peut lui poser finalement n'importe quelle question. Donc là on va voir qu'est-ce que l'univers, il commence à écrire l'univers et tout ce qui existe, l'ensemble, etc. Et puis il déroule. Donc ça c'est la première différence. Là où un programme qui va être conçu pour faire un certain calcul, par exemple calculer la moyenne, ne saura calculer que la moyenne. Donc ça c'est la première différence. La deuxième différence, voilà, donc autre exemple, effectuer n'importe quelle tâche. Alors les LLM, alors pas les LLM justement, les outils, les produits d'IA générative tels que ChatGPT embarquent aussi de la synthèse d'images. Donc on n'est pas limité au texte, on peut aussi demander à générer une image. Par exemple ici, dessine-moi une rétro speedboat, ça sera un prompt différent, et en sortie on va avoir une image. Donc le problème, c'est que contrairement à un programme classique traditionnel qui est conçu pour une tâche bien précise, un LLM n'est pas forcément précis et peut faire des erreurs. Donc ici par exemple sur ma rétrospective Speedboat, je vous ai montré les erreurs. Donc ici en bas il y a tout un tas d'étiquettes qui sont attachées à rien, donc qui ne sont pas utiles. Ici eh bien, on a plusieurs ancres alors que j'en aurais voulu une. Ici, le vent, il est entre le bateau et l'île alors qu'il aurait été mieux derrière le bateau, etc. Island, objective. Donc là, on a de l'anglais et du français. Donc, on va avoir du mal à avoir un résultat parfait avec une IA. La plupart du temps, il y aura toujours des erreurs. D'ailleurs, j'aurais dû mettre l'image. Donc on a une vidéo, IA c'est jamais parfait, voilà, elle est ici sur la chaîne. Non, c'est pas ça, c'est ici, voilà, IA c'est jamais parfait, donc n'hésitez pas à aller la voir, je la mettrai en commentaire, en description de cette vidéo bien sûr.
où j'expliquais que on a toujours des problèmes avec l'IA, et pour le texte c'est ce qu'on appelle les fameuses hallucinations, où si on lui pose une question à ChatGPT par exemple ou Claude, donc on pose une question auquel l'IA n'a pas de réponse ou peut-être même aucune réponse n'existe, l'IA va avoir tendance à inventer une réponse pour satisfaire l'utilisateur, donc c'est ce qu'on appelle les hallucinations. Donc ça c'est une grosse différence quand même, c'est une très grosse différence par rapport au programme classique, parce que un programme classique qui n'a pas de bug va toujours rendre la bonne réponse. Là où l'IA, on n'est jamais sûr que la bonne réponse... on n'est jamais sûr d'avoir une réponse certaine, enfin d'une réponse juste, pardon. Et dernière différence, c'est non déterministe, c'est-à-dire que chaque fois qu'on va reposer la même question, on va avoir une image différente. Donc ici, toujours avec mon petit exemple, dessine-moi une rétro speedboat, on a vu dans les vidéos sur la chaîne, on a fait plein de vidéos sur la génération de templates de rétrospective. À chaque fois, ça nous donne une image différente qui correspond plus ou moins bien à ce qu'on souhaite, à l'idée qu'on s'en faisait. Ça va être la même chose pour les textes. Donc petit exemple, petite illustration. Donc qu'est-ce que l'agilité? Qu'est-ce que l'agilité? Donne une réponse très concise. Donc là, je pose une première question, je demande une réponse très concise, et deuxième question dans un autre prompt, mais c'est toujours ChatGPT. Donc là, on va voir, l'agilité est une approche de gestion de projet et de développement qui privilégie la collaboration, l'adaptation rapide au changement et la livraison continue de valeur. Et là, l'agilité est une approche de gestion de projet. Alors, l'adaptation rapide au changement. Alors voilà, gestion de projet et de développement. Donc il y a des petites différences. Approche de gestion de projet et de développement. Approche de gestion de projet qui privilégie l'adaptation rapide au changement, qui privilégie la collaboration. Donc là, on n'est pas sur la même chose. Finalement, si on réfléchit, bon, on ne va pas faire une dissertation sur l'agilité, mais le sens n'est pas le même. Alors là, on a virgule, la collaboration étroite et la livraison fréquente de valeur. Et là, on a la collaboration, l'adaptation rapide de changement et la livraison continue de valeur. Bon, finalement, c'est à peu près la même définition, mais ce n'est pas exactement les mêmes mots dans le même ordre. Et alors que c'est une question assez simple, et on a demandé une réponse concise, mais voilà, pour n'importe quelle question, quasiment, on va avoir à chaque fois des réponses différentes qui ont le même sens, on espère, mais peut-être que si je faisais 10 fois la même question, qu'est-ce que l'agilité, ou 100 fois ou 1000 fois, peut-être qu'il y aurait une réponse fausse dans le tas. On n'est jamais sûr de rien. Donc c'est non déterministe. Voilà, j'avais mis faire le test en live, mais je m'en suis souvenu. Donc ça peut poser un problème, notamment si on veut espérer faire du calcul avec l'IA, là où on veut avoir toujours une réponse correcte et déterministe, toujours le même résultat. Voilà, donc dans le cas d'un programme traditionnel, ça sera toujours correct et déterministe, sauf s'il y a des bugs. Dans le cas d'une IA, on n'est pas sûr que ça soit correct et ça sera non déterministe. Donc ça, c'est quand même une grosse différence. Donc c'est en ça que l'IA, c'est vraiment très différent des programmes traditionnels. Mais on va aller un peu plus loin dans la vidéo. Donc qu'est-ce que c'est un programme basé sur l'IA générative? Donc là aussi, je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes avec les custom GPTs. Donc là, pour l'instant, j'ai juste fait quelques prompts dans ChatGPT, mais on peut voir ChatGPT comme on peut faire en sorte de créer des programmes avec ChatGPT. Donc c'était la première manière dont l'IA change la programmation, c'est les custom GPT dans la vidéo précédente. Donc, qu'est-ce que c'est un custom GPT? C'est un prompt sauvegardé. Dessine-moi une rétro. Bon, là, j'ai mis 3 petits points. On pourrait mettre un prompt beaucoup plus sophistiqué. Donc, c'est un prompt sauvegardé qu'on va pouvoir partager entre les utilisateurs. Que vous pouvez partager, c'est vraiment le mot, à d'autres personnes, sachant que vous vous êtes cassé la tête à écrire un prompt très complet pour faire les meilleurs templates de rétro, et les personnes qui voudront utiliser ce template, elles vont écrire un thème de rétrospective agile, par exemple Speedboat, et l'IA va être en mesure de sortir des résultats des templates. Donc là aussi, je vais faire un petit exemple. Donc template de rétrospective. Ici, j'ai mon custom GPT que je vous ai déjà partagé dans une précédente vidéo et je la remettrai dans
Je la remettrai en description de cette vidéo. Donc là, on va lui demander de générer une rétro sur le thème de Speedboat. Donc ça, c'est véritablement une sorte de programme, ce Custom GPT, donc qui répond aux instructions que j'ai mis dedans et qui a pour but de générer un template de rétrospective. Donc là, ça va prendre quelques secondes, mais on va regarder pour l'illustration. Voilà, on peut voir vraiment ChatGPT comme une plateforme qui permet d'héberger des programmes basés sur l'IA, basés sur le LLM ChatGPT avec la partie génération d'images, bien sûr. Voilà, donc là on va attendre quelques secondes et j'ai même envie d'en créer une deuxième parce que pour vous montrer que ce n'est pas uniquement la rétro Speedboat, je vais ici, je clique, voilà, on va mettre par exemple, alors on va pas faire les 3 petits cochons, on va faire Hot Air Balloon par exemple. Alors je sais pas comment ça s'écrit, balloon, ça doit être s'écrit comme ça, ça doit s'écrire comme ça, donc c'est un peu la même chose qu'une rétrospective Speedboat. Donc ça permet de faire en sorte que l'IA soit un programme, que ChatGPT, que nos custom GPT se comportent comme des programmes informatiques qui en entrée vont prendre un mot qu'on aura spécifié dans le custom GPT, alors ça peut être plusieurs choses, ça peut être des phrases entières, etc. Et en sortie vont sortir, eh bien là dans notre cas précis ça va être des templates de rétrospective, mais ça peut être n'importe quoi que vous pouvez imaginer. Donc là on va pas aller tout de suite sur la suite, on va d'abord regarder, voilà, donc Speedboat, on voit que ça commence à se dessiner. Ici, est-ce que c'est plus rapide? Non, c'est pas tellement plus rapide. Donc on voit que conformément au custom GPT que j'ai programmé entre guillemets, même je pourrais aller le voir, modifier le GPT. Ah mince, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, donc je vais cliquer comme ça. Non, on peut pas. Bon, alors je vais vous le montrer juste après. Donc ici, on voit qu'on a une sorte de template de rétro Speedboat. Donc on pourrait trouver à redire. C'est pas toujours parfait, mais si je refais plusieurs demandes, eh bien je suis sûr d'avoir quelque chose qui me convient. Alors modifier le GPT, pourquoi? Voilà. Donc là, ici, vous voyez le prompt que j'ai écrit. Donc là, c'est en fait assez simple. Hein. Je l'avais fait vraiment pour l'exercice dans une autre vidéo. Je ne l'ai pas beaucoup travaillé. Il y a d'autres custom GPT que j'ai beaucoup plus travaillé. Donc là, voilà. Ce prompt, vous pourrez jouer avec. Il sera en description de la vidéo, bien sûr. Et voilà, Hot Air Balloon. Donc ici, c'est un autre type de rétrospective agile. Donc l'IA a répondu à ce que j'ai demandé. Donc maintenant, on a ces deux modes de programmation qui sont assez différents et comment on va les marier. Donc marier un programme classique et un programme basé sur l'IA générative. Alors, donc on a ces deux modes de programmation que je rappelle qui sont vraiment assez différents. Donc un programme classique va être conçu pour une seule tâche, même si en réalité, alors quand je dis une seule tâche, hein, bien sûr, il peut être conçu pour plein de tâches différentes en même temps. Il peut être conçu pour faire 10 tâches différentes. Par exemple, je ne sais pas, MATLAB va être conçu pour faire tous les calculs possibles. Donc, on peut considérer que c'est plusieurs tâches. Ça peut être de l'inversion de matrice, ça peut être, je ne sais pas, ce que vous voulez. Mais en réalité, le nombre de tâches pour lesquelles il est conçu, il va être limité, il est prédéfini au départ. Là où l'IA, elle est conçue pour répondre à n'importe quelle question. En réalité, elle ne va pas vraiment être limitée, sauf cas particulier spécifiquement mis dans l'IA. Par exemple, l'IA ne doit pas insulter, donc on va la limiter, mais en dehors de quelques cas très particuliers, l'IA est censé être conçu pour répondre à toutes les questions. Donc, programme classique conçu pour une seule tâche, précis, ne fait pas d'erreur, sauf bug, mais bon, on va partir du principe qu'il n'y a pas de bug, et est déterministe. Elle répond toujours le programme répond toujours le même résultat à ce qu'on lui a demandé. L'IA, elle peut effectuer n'importe quelle tâche, n'est pas forcément précise, peut faire des erreurs et elle est non déterministe. Mais l'avantage, c'est qu'elle va pouvoir nous permettre de faire des choses que les programmes classiques ne permettent pas de faire, comme par exemple générer des templates de rétrospective. Ça serait certainement compliqué de le faire avec un programme classique. Eh bien, donc le mieux, comme c'est un nouveau paradigme de programmation, c'est de marier les deux, hein, de mélanger les deux pour avoir le beurre et l'argent du beurre, ou pour avoir fromage et dessert, si je puis dire. Donc là, comment on va mélanger les deux?
Eh bien ici j'ai mon programme traditionnel qui va prendre en input par exemple des nombres si on veut calculer la moyenne et qui va me fournir un résultat, et ici j'ai une IA. Imaginons que j'ai besoin dans mon programme classique de faire appel à une IA pour faire des choses que je ne saurais pas faire. Donc je vais vous montrer un exemple très précis juste après. Eh bien ici je vais ajouter une API à mon IA, hein. Donc ChatGPT expose une API, donc l'API OpenAI, que j'ai présenté aussi dans une série de vidéos sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller consulter ces vidéos. On va pouvoir, à partir d'un programme classique, faire un call API, donc vient et envoyer un prompt à l'IA qui va nous renvoyer une réponse. Alors pour que ce soit plus parlant, je vais vous montrer un exemple très concret. On va reprendre le site CinéPS que là aussi j'ai présenté sur la chaîne. Donc dans cette vidéo il y a une explication de ce que c'est. CinéPS, c'est un site que j'utilise avec mes amis. Donc c'est un petit club de cinéma. Donc on a programmé un site privé dans le but d'organiser nos séances de cinéma. Chaque semaine on regarde un film et une personne doit proposer 5 films et les autres personnes votent. Dans ce site, alors pourquoi je vous en parle, c'est pas le but d'en parler vu que c'est un site privé de toute façon, mais je m'en sers pour faire des expériences, et notamment on a mis de l'IA. Donc là ça va être très parlant. Donc ici je vous présente l'interface de ce site CinéPS. Ici, bon, alors c'est un site programmé, un site amateur, hein, c'est pas du tout quelque chose de professionnel, hein. C'est vraiment quelque chose pour rendre service à un petit groupe de gens. Donc ici, on peut mettre des films, on doit proposer 5 films, et on clique sur proposer, et ensuite il y aura un vote donc des autres membres de la communauté, du club, qui vont voter pour le film qu'on veut voir. Donc imaginons que c'est à moi de proposer, je pourrais écrire ici des titres de films, mais là où on a rajouté de l'IA, donc bon, plutôt pour le fun, pour la partie technique, on s'en sert pas tellement, qui va permettre de donner un thème, saisir un thème. Par exemple, l'acteur Robert Redford est décédé malheureusement, je pourrais imaginer avoir envie de voir un film de Robert Redford pour lui rendre hommage. Et si je clique sur générer des propositions, alors là bien sûr ça ne marche pas, c'est l'effet démo. Pourquoi ça ne marche pas? On va retenter parce que bon, il y a des bugs, c'est l'effet démo, on n'est jamais sûr de rien. On va retenter. Alors je vais faire un refresh quand même, voilà, de la page. J'ai fait un petit test juste avant et ça fonctionnait, mais bon, c'est pas grave. Robert Redford, hop. Et voilà. Donc là, je pense que ça marche parce que ça prend un peu plus de temps. Donc là, ça fait un call API vers ChatGPT et ça propose les films. Donc les films que nous a proposé l'IA: Les 3 jours du Condor, Butch Cassidy et le Kid, Les hommes du président, Out of Africa, The Sting. Bon, je ne connais pas ces films, mais j'imagine que c'est des films Out of Africa, c'est connu, c'est Robert Redford. Donc voilà, l'IA a aidé. Donc ce site, c'est un programme traditionnel, hein, c'est en PHP. Un programme classique en PHP, une petite application de gestion en PHP. Un jour, on s'est dit, ça serait bien si l'IA pouvait nous suggérer des films sur un thème précis, au cas où on n'a pas d'inspiration, où on est très pressé pour proposer des films. Et bien là, c'est ce que je viens de vous montrer dans cette vidéo. Donc, comment intégrer de l'IA à une application classique. Donc là c'est parlant, et bien sûr un outil de proposition de films ou de recommandation de films, on n'aurait jamais pu le faire sans IA. Bon, on aurait peut-être pu le faire en se connectant à une base de données de films par mots-clés chercher les films qui se rapprochent le plus, mais là j'ai juste mis Robert Redford. Alors ça aurait marché avec un film traditionnel, mais avec une base de données de films traditionnels, mais j'aurais pu mettre aussi des films avec Robert Redford où il n'a pas le rôle principal mais il a seulement le rôle secondaire, ou des films réalisés par Robert Redford. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire avec l'IA assez facilement. Si on voulait le faire, si on voulait le programmer de manière classique, ça serait vraiment très difficile, voire impossible. Voilà, donc vous avez compris. Bon, donnez d'autres exemples en commentaire si vous avez d'autres idées. Donc ça, c'était une manière dont l'IA, dont on peut ajouter l'IA à un programme traditionnel classique.
Maintenant, autre sens, autre logique, une IA qui utilise un programme classique. Parce que comme je vous l'ai expliqué juste avant, l'IA, ici j'ai inversé le sens, donc là j'ai mis l'IA à gauche et le programme classique à droite. L'IA, elle est... Ah non, alors j'ai inversé le sens, mais j'ai pas inversé le texte. Donc c'est une petite erreur. Donc je le corrige sous vos yeux. Hop. Voilà. Bon. On remonte ça, c'est voilà, c'est les conditions du direct, hein. J'ai fini la présentation juste avant de tourner la vidéo, hein, juste à l'instant. Donc l'IA peut effectuer n'importe quelle tâche, mais n'est pas forcément précise et peut faire des erreurs, elle est non déterministe. Mais dans une IA, on peut avoir envie que l'IA puisse être en mesure de faire des choses précises, sans erreur et déterministes. Donc par exemple, si on veut faire du calcul mathématique, manipuler des équations, et que voilà, on exige une rigueur mathématique et qu'on veut qu'il n'y ait pas d'aléatoire dedans. Donc là d'ailleurs, j'ai remis les petits dés aléatoires pour dire que l'IA introduit de l'aléatoire. Donc là, on va toujours avoir notre prompt, un input, notre résultat, et on va vouloir que l'IA, pour certaines opérations, nous rende un résultat parfait tout le temps. Donc là, c'est le même mécanisme. On va utiliser, on va exposer une API. Bon, ne faites pas attention au texte en bas qui est dans le mauvais sens. Donc, on va pouvoir avoir un programme classique qui va exposer une API. Par exemple, le petit programme de calculatrice que j'avais montré dans la première vidéo sur les API. On peut imaginer que ce programme classique, c'est un programme de calcul mathématique, comme par exemple MATLAB, donc qui va être très sophistiqué avec tout un tas de possibilités, qui exposerait une API, et l'IA va pouvoir elle aussi, donc dans un autre sens, faire des calls API à ce programme classique, récupérer les résultats. Donc là j'ai mis 2 calls API, bon, il pourrait y en avoir autant qu'on veut, hein. Donc un programme classique peut exposer énormément de endpoints, hein, de services différents pour être utilisés par d'autres programmes. Donc l'IA va être en mesure de faire tout un tas d'opérations avec la rigueur d'un programme classique. Donc ça réconcilie les deux mondes. En somme, on va avoir des programmes classiques qui vont pouvoir appeler l'IA, ou l'inverse, des IA qui vont pouvoir appeler des programmes classiques. Donc ça, maintenant c'est le moment de la réflexion. Donc vraiment avoir tout le temps à disposition un LLM qui représente toute la connaissance de l'humanité, entre guillemets, hein, c'est pas toute la connaissance, c'est jamais complet, mais voilà, une grande partie de la connaissance de l'humanité. Avoir ça tout le temps à disposition, utilisable dans n'importe quel programme, c'est vraiment quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas avant, qu'ont apporté les LLM. Ça ouvre des tas de possibilités, et notamment par exemple ça ouvre des possibilités d'interaction nouvelles, c'est-à-dire qu'on peut s'exprimer en français, en anglais directement à l'IA. Ça ouvre des possibilités de speech to text. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est pour ça que tout le monde parle d'IA en ce moment, parce que ça offre des tas de nouvelles possibilités informatiques, des tas de nouveaux usages. D'ailleurs, j'ai une autre vidéo qui traite des use cases d'IA qui marchent. Donc c'est des use cases pour lesquels les programmes traditionnels ne fonctionneraient pas forcément. Par exemple, synthèse d'un compte rendu de réunion. Vous pouvez donner n'importe quel compte rendu de réunion et demander un résumé à l'IA, et en général elle le fera très bien, et ça nous fait gagner du temps, là où avec un programme classique ça ne serait pas possible. Donc ce slide là, je l'écris vraiment très vite. Donc le mot clé, j'ai jeté mes idées comme ça sur le slide, donc je l'ai pas trop travaillé, mais le mot clé important c'est l'hybridation, parce que avec ces nouvelles possibilités que nous offre l'IA, on a envie d'en profiter, mais on a aussi envie de garder la rigueur des programmes classiques et leur déterminisme. Donc l'hybridation, eh bien, ça va être le fait de mélanger des programmes qui ont une partie IA et une partie classique avec des instructions de programmation, des paramètres, des inputs en entrée, des données en entrée, et qui vont rendre un résultat voilà, conformément à certains calculs, à certains algorithmes. Donc ça, petite réflexion, je ne sais pas ce que ça vaut, c'est le slide que j'ai écrit en dernier. Donc un programme classique, on lui donne des instructions, un programme classique, pardon, est composé d'instructions dans un langage de programmation, donc des if, then, else, des for, des boucles while, etc.
Donc il est composé d'instructions et on lui donne des données en entrée et il nous retourne des données en sortie. Un LLM, en fait, c'est un réseau de neurones qu'on peut considérer comme un énorme tas de données synthétiques. Et ce qu'on va lui donner en entrée, c'est un prompt. Alors un prompt, on peut voir ça comme une donnée, mais ça représente un peu une instruction. On lui demande de faire quelque chose basé sur ce LLM. Et en général, il va quand même nous retourner des données. Mais il y a un peu une inversion. Donc ça serait à creuser peut-être dans une autre vidéo. Donc là, je voulais le mettre parce que voilà, ça me paraissait important à mentionner dans cette vidéo, même si je n'ai pas trop travaillé cette idée. Donc voilà, inversion. Donc là aussi, ça rentre dans l'aspect nouveau paradigme de programmation. Hein. Donc n'hésitez pas à commenter si jamais vous avez des choses à dire là-dessus pour enrichir cette première présentation. Donc, c'est ça la vraie révolution de la programmation, c'est ce nouveau paradigme de programmation où à tout instant on va avoir un LLM à disposition qui peut répondre à n'importe quelle question. Donc ça permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant et comme ça permet de faire plein de choses nouvelles dont on a certainement envie ou dont on peut avoir envie, ça peut rendre des tas de services comme je le montre sur la chaîne pour l'agilité, eh bien c'est incontournable, on peut pas passer à côté, c'est un gros truc nouveau, donc voilà. Et on va aussi avoir envie de mélanger les deux, les programmes classiques qui gardent leurs points forts et l'IA. Alors c'est une révolution entre guillemets parce que c'est un nouveau paradigme de programmation donc qui est vraiment nouveau et très puissant à mon sens. Et donc, pourquoi c'est une révolution et qu'est-ce que ça nous impose? Alors, c'est une révolution parce que c'est pas juste un outil qui aide à programmer. J'ai oublié un R ici, je vais le rajouter. Hop, voilà. C'est pas simplement un outil qui aide à programmer dans un IDE. C'est pas juste un assistant de complétion de code. Alors ça peut aussi servir d'outil qui aide à programmer, bien sûr, mais c'est aussi une nouvelle manière d'appréhender l'informatique. Donc c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans cette vidéo. Et ça va changer les programmes eux-mêmes. C'est-à-dire que les programmes eux-mêmes ne vont plus être une suite d'instructions. Ils vont être une suite d'instructions mélangées avec des prompts qui ont pour but d'exploiter un LLM. Ou un diffusion model de génération d'images. Donc diffusion model, c'est le terme pour la génération d'images. Donc un programme, c'est plus une suite d'instructions, c'est une suite d'instructions et aussi éventuellement des prompts qui vont faire appel à des LLM. Donc le LLM entre guillemets fait partie du programme. Hein. Et après c'est pas si gros que ça. Ça peut faire seulement quelques gigaoctets. On n'est pas obligé de faire des calls API à ChatGPT à l'extérieur. On peut très bien embarquer un LLM dans un programme informatique. Donc ça dépend vraiment des usages. Il y a des petits LLM. On peut même embarquer un gros LLM si on veut, si on a de la puissance de calcul. Pour faire des inférences dessus. Donc ça va transformer tous les programmes. Alors bien sûr, on va pas forcément mettre de l'IA partout, même si je pense que c'est un peu la tendance en ce moment. Il y a toujours des programmes qui n'auront pas besoin d'IA et peut-être même qu'on veut en mettre trop. En ce moment, on veut mettre de l'IA partout. Donc moi, j'ai mis dans mon petit site de Ciné-Club, Ciné-PS, j'ai mis de l'IA. Bon, ça c'était pour le fun, mais c'est pas vraiment utile parce qu'en général, on préfère choisir les films qu'on va proposer aux gens. Là, je l'ai fait ça. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait d'ailleurs. C'est quelqu'un d'autre à la base. Donc on a fait ça pour le fun, pour la technique, pour voir comment utiliser ChatGPT dans notre site. Il va y avoir des tas de programmes qui vont être enrichis d'IA et pour de bonnes raisons. Donc ça, j'y reviendrai dans une vidéo que je ferai pour expliquer tout un tas de domaines où l'IA va apporter des nouvelles choses en termes d'usage. Donc ce que je viens de vous expliquer, c'est important à comprendre si on veut comprendre l'informatique de demain et j'ai mis déjà aujourd'hui parce que en fait c'est déjà là. Hein. Donc si vous n'avez pas compris encore ça, bon il n'est pas trop tard parce que c'est quand même relativement nouveau, ça ne fait que quelques années, mais je pense que ça va transformer profondément les métiers de la programmation. Vraiment, et il ne faut pas passer à côté si vous êtes dans l'informatique. Si vous n'êtes pas dans l'informatique et si vous êtes là que pour l'agilité, c'est aussi important parce que vu que si vous faites de l'agilité, il y a de bonnes chances que vous soyez au sein d'un programme, au sein d'un projet qui a pour but de développer des programmes informatiques, parce que l'agilité, ça a été
inventé, popularisé surtout pour les projets de développement logiciel. Et c'est important de comprendre ça. En fait, ce nouveau paradigme, il nécessite un apprentissage spécifique qui ne coule pas de source. C'est pas juste poser des questions à ChatGPT et on a la réponse, etc. En fait, si on veut bien utiliser l'IA, l'utiliser correctement, c'est vraiment assez compliqué. Donc d'abord, il faut comprendre ce qu'est un LLM et comment il fonctionne, dans les grandes lignes. Pas besoin de lire des articles de recherche sur les LLM, etc. Il suffit mais il faut quand même comprendre certaines choses, notamment le fait que c'est pas déterministe, le fait que ça fait des hallucinations. En fait, je suis vraiment surpris au quotidien. Donc moi je parle d'IA à tous mes collègues, alors je suis dans l'informatique, je parle à plein de gens d'informatique. Je suis surpris à quel point les gens ne comprennent pas encore la spécificité de l'IA, parce que souvent je dis, bon, je suis enthousiaste, hein, je dis que l'IA c'est super, etc. Et les gens me disent ben non, parce que c'est nul, parce que je pose une question de mathématiques par exemple, je demande de faire des calculs et l'IA fait des erreurs et donc c'est nul, ça sert à rien par rapport à un programme traditionnel qui ne fait pas d'erreur. En fait, ben là, c'est donc ce genre de réflexion, je pense que ça illustre le fait que ceux qui disent ça, c'est qu'ils n'ont pas encore compris que l'IA c'était quelque chose de nouveau, qui apporte quelque chose qui n'était pas là avant et qui est différent des programmes classiques. Alors bien sûr, quand je dis ça, hein, aucun jugement de valeur sur les personnes. L'IA, moi, ça m'a pris des mois à comprendre comment ça marche. Hein. Donc si on n'a pas expérimenté, c'est normal de faire cette erreur. Et c'est pour ça que je fais, moi, ces vidéos. C'est pour partager mes découvertes sur l'IA notamment. Alors la chaîne c'est Agilité, Agile Toolkit, mais je traite le sujet agilité et IA. Alors autant sur agilité, là j'estime que j'ai pas mal de recul et que ce que je dis c'est le résultat d'une expérience. Autant sur l'IA, j'apprends aussi en même temps que tout le monde. Et tout ce que je présente dans mes vidéos, c'est des choses que j'ai travaillé un peu. Donc, mais il y a encore plein d'autres choses que je connais pas de l'IA. Je suis vraiment un débutant en termes d'IA. Alors, c'est important de comprendre ce nouveau paradigme de programmation, donc comme je l'ai appelé, et comment l'exploiter, en quoi il est différent des programmes traditionnels, et qu'est-ce que je peux en tirer, qu'est-ce qu'il permet de faire que ne permettent pas les programmes classiques dont on a l'habitude. Donc il y a tout un apprentissage à avoir, que tous les métiers vont devoir avoir finalement, parce que c'est un outil qui va pouvoir être utile. Alors peut-être pas tous les métiers, si on est boulanger on n'a peut-être pas forcément besoin d'IA, mais énormément de métiers dans le tertiaire vont avoir à se poser les questions de qu'est-ce que l'IA peut apporter à mon métier, comment je peux l'exploiter au mieux, parce que si l'IA peut apporter des choses positives à un métier et qu'on ne fait pas cet effort, eh bien d'autres le feront et deviendront plus performants on se retrouvera dépassé, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre ce que l'IA change et de comprendre comment ça fonctionne. Et moi, donc sur cette chaîne, je fais l'exercice d'essayer de comprendre comment on peut exploiter l'IA pour la gestion de projets informatiques, l'agilité en particulier. Bon, j'ai mis deux mots-clés ici, LangChain et MCP. J'ai présenté sur la chaîne les calls API. Donc ça, c'est la version basique, la version 1.0 pour faire communiquer une IA et un programme classique, par exemple une calculatrice. Si on veut vraiment hybrider les deux, il y a d'autres techniques, des normes, des formalismes. Donc LangChain, c'est pour communiquer avec une IA. Donc ça, on y reviendra plus tard dans des vidéos, dans plusieurs mois en 2026. Et pareil, MCP, c'est aussi une norme, un protocole qui va permettre à l'IA de communiquer avec d'autres outils. Et ça, c'est des choses qui sont assez techniques. Hein. Si on veut vraiment se plonger là-dedans, il ne suffit pas de savoir faire quelques prompts dans ChatGPT. Il faut mettre un peu les mains dans le cambouis. Il y a un petit apprentissage qui ne coule pas de source quand même. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir conscience de tout ça et d'investir un peu si on est informaticien, si on est développeur ou si on travaille dans l'informatique en général. C'est important de connaître tout ça.
Alors qu'est-ce que j'ai mis conclusion? Alors oui, conclusion. Je l'ai un peu dit. Donc cette vidéo, elle m'a pris vraiment beaucoup de temps à faire. J'ai pensé, ça coule pas de source le fait que c'est un nouveau paradigme de programmation. Donc j'ai pensé au cours d'une petite séance de brainstorming avec un ami, donc je te salue d'ailleurs si tu te reconnais. Je vais vous montrer une image que j'ai dessinée sur le paperboard. Ah, bon, ça c'est pas celle-là, ça c'est autre chose, c'est un autre projet. Voilà. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise de mon paperboard qui est juste ici dans le bureau, juste à côté. Suite à une réflexion, bon ici vous ne tenez pas compte de ça, c'est des conventions de nommage de branche. Donc ici, c'est la première... la première synthèse de toute cette réflexion, c'est le moment Eureka. Ça remonte à début juin en fait. Sur notre paperboard il y a certaines feuilles où on écrit la date et j'ai vu que c'était déjà début juin, donc ça m'a pris longtemps à maturer cette vidéo. Je vous ai dit dans une vidéo précédente que chaque vidéo me prend environ une demi-journée à produire. Cette vidéo là que je vous explique, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à trouver les bonnes explications. Ça m'a pris peut-être 4 ou 5 jours hommes au complet, donc c'est-à-dire le soir et le week-end. D'ailleurs j'ai travaillé tout l'après-midi à cette vidéo, non-stop. Et alors pourquoi je vous dis ça, c'est parce que pour renforcer le fait que cette vidéo, ça coule pas de source, et j'espère que j'ai assez bien expliqué. Je m'excuse par avance si c'est pas très clair, je ferai d'autres vidéos sur le sujet, mais je voulais vraiment foncer là-dessus. Je voulais pas attendre de faire encore plus précis avec des meilleures analogies, parce que sinon ça prend beaucoup trop de temps et on n'avance à rien. C'est pas mon activité professionnelle, je dois travailler toute la journée et je fais ça en dehors de mon travail bien évidemment, donc c'est difficile d'arriver à trouver du temps pour faire toutes ces slides et ces explications. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie pour votre attention, n'hésitez pas à continuer la conversation en commentaire, et en attendant je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.